Okay. I, Good morning, good afternoon. Bonjour, bon après-midi, bonsoir tout le monde. Bienvenue tout le monde au Symposium international CFA. Cet événement est organisé comme partie du Centre d'excellence de la Banque mondiale sur les institutions financières coopératives. Cela est une des activités centrales d'un projet conjoint que nous avons avec je suis Anderson Silva, je suis le Practice Manager, euh, donc manager de l'équipe de financement à long terme du CFI, de la Banque mondiale. L'un des principaux domaines d'intervention de la Banque mondiale dans le secteur financier est le financement du secteur réel. Les services financiers des CFI pour les entreprises rurales, en particulier l'agriculture, font une bouée de sauvetage pour des dizaines de millions de ménages ruraux. Elles sont de toute évidence l'une des institutions financières les plus importantes dans le milieu rural. Nous aimerions discuter tout au long du symposium des promesses et des défis des FCI en matière de développement rural. Nous avons organisé une conférence internationale. Il y aura 5 séances techniques, et puis la séance de clôture le 11 novembre. Nous sommes très heureux d'avoir un grand nombre d'entre vous, d'avoir des experts, les femmes, les jeunes, les questions réglementaires et politiques. Nous avons organisé une conférence semblable en 2018 dans un environnement très différent. Nous sommes très heureux de vous revoir, un grand nombre d'entre vous, et nous souhaitons une très chaleureuse bienvenue à ceux qui participent à l'événement du Centre d'excellence pour la première fois. Nous apprécions grandement le soutien généreux du gouvernement des Pays-Bas et de la Fondation Rabo qui ont rendu possible le lancement du Centre d'excellence de la Banque mondiale pour les CFI et ce symposium. Nous tenons également à remercier nos partenaires pour ce symposium, Rabo, Uoku, ICERN, DGRV et DID. Ils sont les co-organisateurs des sessions techniques. Veuillez visiter le site web du symposium pour les détails si vous n'êtes pas encore inscrit. Nous sommes vraiment ravis de vous présenter la modératrice, Marianne Shoemaker, qui est la directrice de Rabo Partnership, un groupe qui se concentre sur le rôle de l'inclusion financière dans les pays en voie de développement et notre partenaire clé pour ce projet. Marianne, à vous. Et je vous souhaite une grande réussite dans cette discussion en panel de lancement. Merci, merci beaucoup, Anderson, et bienvenue au public, bienvenue aux intervenants, aux panélistes et à tout autre membre ou toute autre partie intéressée qui regarde ce webinaire. Je suis très heureuse de pouvoir ouvrir ce symposium international avec les sujets, le sujet très intéressant, très intéressant, les CFI et donc dans le domaine rural. Dans cette séance de presque 1 heure, nous allons préparer la scène pour ce symposium très intéressant, semaine avec beaucoup d'intervenants du domaine, des représentants, des régulateurs qui vont partager leurs connaissances et leur savoir-faire avec vous. Ils vont parler de CFI, leurs promesses et leurs défis. Le financement coopératif a été au centre du développement rural et agricole dans notre histoire en Europe, en Amérique du Nord, mais au niveau mondial. Et dans mon travail avec cette banque, Rabobank, avec des décennies d'expérience, nous avons donc beaucoup d'expérience à partager avec d'autres. Je recommande que vous écoutiez les podcasts qui ont été préparés pour cette conférence. Il y a un podcast avec Barry Martin, membre du conseil d'administration de Rabobank et président de l'EICB. Il parle de l'introduction de la banque coopérative donc, et l'implication de Rabobank en Tanzanie, au Brésil, en Australie et ailleurs. Selon Berry, les valeurs clés sont la base communautaire étroite des coopératives financières. Le fait que le succès des coopératives signifie le succès des membres et que les clients des coopératives sont principalement leurs membres, d'où l'influence des clients sur la façon dont les coopératives fonctionnent. Et cela
a une influence directe ou donne une influence directe des membres sur la direction de ces coopératives. Aujourd'hui, les CFI sont actives dans environ 120 pays et comprennent 375 millions de membres, et cela sans compter les grandes banques coopératives d'Europe centrale. Leurs membres ont connu une croissance régulière de près de 7% par an au cours de la dernière décennie, avec un taux de pénétration passant de 8 à 12% en proportion de la population économiquement active. Au cours de cette période, chez Rabo Partnership, nous croyons fermement que l'inclusion financière est le catalyseur du développement rural et de la sécurité alimentaire. Nous croyons également que pour favoriser l'inclusion financière et la sécurité alimentaire, il faut unir les forces de diverses parties prenantes et partenaires, notamment les institutions multilatérales, les banques de développement, les gouvernements, les ONG et les fournisseurs de FinTech. Ce symposium vise précisément à réunir la communauté des acteurs des, des CFI pour partager ce que nous savons, ce que nous avons appris ces dernières années et ce qu'il nous reste à découvrir pour le développement à l'avenir et pour rehausser l'impact des CFI. Nous voulons partager ces connaissances avec un public plus large de décideurs et de praticiens du secteur financier afin d'intégrer davantage le soutien des CFI dans les organisations de développement et des plateformes politiques gouvernementales. Pour mener à bien cet événement, le Centre d'excellence pour les CFI, dont a parlé Anderson, fait partie de notre programme conjoint entre la Banque mondiale et Rabobank. Et cela a grandement bénéficié des contributions et du leadership des principales organisations mondiales des CFI. L'ordre du jour des prochains jours est riche de leurs expériences et de leurs points de vue. Et je recommande beaucoup que vous vous abonniez pour les prochaines séances, comme vous pouvez le faire par le lien, et cela sera partagé dans le chat. Dans ce panel d'ouverture, nous avons la chance d'avoir des représentants de haut niveau de 3 des principales catégories des parties prenantes. Peter Nyoguna, PDG de l'Agence de réglementation pour les CFI au Kenya, SAFRA. Bienvenue, Peter. Il possède une vaste expérience du développement des capacités des CFI et du renforcement de leur système de réglementation et de supervision. Jean Pesme, directeur mondial des finances à la Banque mondiale, où se trouve le Centre d'excellence pour les CFI. Bienvenue, Jean. Il dirige les travaux de la Banque mondiale visant à promouvoir le développement des systèmes financiers solides, stables, durables et inclusifs. Et Mathieu Soglonou, PDG du CIF, Confédération des institutions financières, CIF, en Afrique de l'Ouest. Il réalise des progrès substantiels en renforçant 6 grands réseaux dans 5 pays dans le cadre d'un effort ambitieux visant à étendre l'inclusion financière dans la région. Bienvenue à vous tous. Et nous pourrions mener une discussion pendant 2 jours, je pense, mais nous n'avons que 40-45 minutes. Alors, je vais peut-être commencer avec vous, Peter. Pouvez-vous nous donner un aperçu rapide de la situation du secteur au Kenya et de son évolution au cours des dernières années, surtout pendant la COVID? Merci beaucoup, Marianne, pour cette présentation. Le flux de SACO au Kenya est composé de 2 niveaux. Nous avons les CFI qui sont sous réglementation sous SASRA et puis les plus petits qui sont sous l'administration des coopératives. Les SACO au Kenya représentent 12% à peu près des actifs bancaires, 6,5 milliards de dollars en actifs, et cela représente 12% qui desservent à peu près 6 millions de Kenyans. C'est encore à peu près 12% de la population totale, 51%. Et encore une fois,
de l'autre de la population, il représente 20% à peu près. Alors, si on regarde la révolution, on a vu une croissance, un développement dans les secours de petites institutions qui offrent des produits donc d'économie jusqu'au développement à des institutions qui offrent une gamme entière de services. Maintenant, cela va au-delà des besoins du foyer pour les prêts. C'est de cette façon que cela a fonctionné. L'agence réglementaire SACO au Kenya euh, réglemente des services banquiers. Nous avons 177 de ceux-ci qui sont éparpillés de part et d'autre du pays. Nous avons le niveau 2 qui sont ceux qui offrent des produits d'économie et de crédit, et puis 180. Et nous venons de lancer ces nouvelles institutions du niveau 2 cette année et cela a poussé le total des actifs des SACO et de SASA à peu près 8 milliards de dollars. Et ce sont les actifs qu'ils contrôlent. Pendant la pandémie, il a été intéressant pour nous, quand vous vous penchez sur les données pour 2020 comparé à 2021 et 2019, nous avons vu des améliorations énormes dans le sens que ces SACO ont soutenu leur croissance en double chiffre, 12% en dépôt et d'actifs. Cela montre la résilience des CFI même dans une pandémie. Pourquoi est-ce que cela est crédible? Rappelez-vous que les CFI sont des membres de l'institution financière. Alors, quand il y a une crise, il faut qu'ils donc restent aux côtés de leurs membres. Et au Kenya, nous avons été très surpris parce qu'entre mars et juin, il y a eu un ralentissement dans les prêts. Certaines institutions et CFI en deçà de 5%, d'autres n'ont pas évolué. Mais après juillet, les prêts ont commencé. Nous avons vu beaucoup de résilience parce que la comparaison pour la croissance était la même pour 2019-2018 en comparaison. Cela montre la promesse que les institutions ont pour leurs membres et en général, surtout dans les pays en voie de développement comme le nôtre. Alors, je parle de 8 milliards de dollars en actifs et nous nous attendons à ce que cela croisse cette année vers 8,5 à 9 milliards de dollars. Cela souligne leur importance. Pour maintenant passer à la question d'intégration, je pense que l'intégration, je l'interprète comme voulant dire pour comment les institutions intègrent les besoins financiers de leurs membres, les institutions financières de base qui offrent des services financiers à leurs membres. Et nous devons dire que nous avons vu beaucoup de progrès. Les SACO de niveau 1, niveau 2, dont nous parlons au Kenya, les CFI, sont tels que le niveau 1 sont des institutions comme des banques, ils ont des comptes, des cartes de débit, des solutions de paiement et peuvent offrir d'autres solutions telles que des assurances en établissant des partenariats. Et nous avons vu que ces institutions ont évolué peu à peu pour répondre aux besoins des membres. Vous avez, en tant que membre, une maison, vous avez besoin de prêts commerciaux, cette institution vous offrira un tel prêt. Si vous avez donc des besoins au niveau du commerce, ils sont là pour cela. Mais dans les derniers ans, nous avons vu une intégration dans le système de paiement pour offrir des solutions de paiement, un partenariat avec des banques pour offrir des comptes courants, pour des cartes de débit et même des partenariats pour offrir des canaux de services numériques. C'est ce genre d'intégration au niveau institutionnel. Nous avons vu aussi l'intégration du SACO dans le système de paiement national, le système financier national. Encore une fois, c'est là où nous avons beaucoup de travail à faire parce que cela, comme je l'ai dit, c'est que les institutions établissent des partenariats avec des banques qui sont réglementées par les banques centrales pour offrir ces solutions. Bien sûr, même les fintechs, à cause de leur capacité, cela est inefficace. Il y a beaucoup de coûts y impliqués avant que le client n'en tire la valeur. Mais c'est là où la conversation se trouve. Nous permettons aux SACO d'offrir des solutions de paiement ou
et d'autres services. Il y a donc des questions au niveau des politiques qui vont surgir avec cette évolution pour voir comment nous pouvons vraiment tenir la promesse que les CFI offrent à leurs membres parce que nous pensons qu'ils ont la capacité de se faire. Une question supplémentaire pour vous. Merci beaucoup pour avoir préparé la scène pour le Kenya. Pouvez-vous partager avec nous, en tant que public, quelles sont vos leçons tirées principales en tant que régulateur qui travaille avec les SACO? Merci beaucoup. Vous avez raison. Je pense qu'avant d'être un régulateur, j'ai travaillé dans une agence de développement WACU et donc chez SASRA, nous avons de la chance. Nous avons commencé dans le premier cohorte. Il y avait certains qui venaient de l'industrie du département d'État ou bien de l'industrie en tant que praticien. C'était euh, positif parce que les CFI sont uniques. Il faut comprendre qu'il s'agit de petites institutions basées dans la communauté. Cela est important. Quand vous amenez des réglementations, il faut domestiquer ces principes dans leur application en amenant la compréhension du modèle, parce que le modèle SACO, le modèle commercial au Kenya est différent de celui au Brésil. Il est important de contextualiser donc et d'élaborer des outils, des lignes directrices qui sont donc synchronisés ou harmonisés avec l'environnement des affaires. Il a fallu donc établir un cadre réglementaire de façon, en 2010 en fait, de façon à ne pas déstabiliser l'offre des services financiers aux membres. Parce qu'il faut se rappeler que l'exploitant agricole dans l'environnement rural ne comprend pas la stabilité. Il veut savoir est-ce que je peux avoir mes économies et mon crédit en tant que régulateur donc de CFI. Il faut équilibrer. Utiliser votre expérience et cela a été très critique pour nous qui venait du terrain de connaître le membre qui est propriétaire, qui est celui qui fait des dépôts, qui prend un prêt. Vous avez beaucoup de conflits qui sont inhérents. Il faut vraiment lui montrer l'importance de préserver son institution. C'est très critique pour le Kenya où les SACO ont des enseignants, des exploitants agricoles. Alors, les outils que nous développons en partenariat avec l'industrie, nous développons des lignes directrices, des formats pour les aider. Qu'est-ce que la liquidité? Qu'est-ce que les actifs, les capitaux? Et vous développez des outils. Vous travaillez avec le directeur, avec le personnel. Nous travaillons pour développer des outils qui sont simples pour s'assurer que vous préservez l'objectif des CFI, mais à long terme, vous obtenez la stabilité qui est si critique pour qu'ils puissent vraiment tenir leurs promesses à leurs membres. C'était très critique. On a pu mélanger le côté pratique, la réalité, le modèle d'affaires, et je peux dire que là où nous sommes maintenant, l'industrie est stable et nous avons une capitalisation, certaines institutions à un minimum de 10%. Il y a certaines institutions qui sont au-delà de 15 ou même 20%. Pourquoi? Parce que nous sommes en mesure d'équilibrer les besoins des membres pour ce qui concerne la liquidité et autres, et puis renforcer les capitaux et l'infrastructure institutionnelle, la technologie, euh, une expansion. Et même nous avons vu la, la technologie d'investissement, nous avons vu l'industrie devenir une industrie résiliente qui a pu résister à la COVID. Et je pense que cela a préparé les CFI au Kenya pour ce qui va venir. Et je suis sûre qu'on va continuer avec cette conversation. Merci beaucoup, Marianne. Merci beaucoup, Peter. C'est un très bon exemple, je pense, d'un partenariat d'un régulateur avec l'entreprise elle-même. Et je pense que cela pourrait être un très bon exemple. Et je suis assez sûre qu'il y a beaucoup de leçons tirées pour d'autres dans différents marchés, dans d'autres contextes, pour vraiment tirer des leçons, apprendre de cet exemple réussi du Kenya et l'implication du régulateur. Ce sera pour faire avancer et rehausser les CFI au Kenya. Peut-être une autre question pour vous, Jean. Le groupe de la Banque mondiale vient de terminer ses réunions avec des préoccupations quant aux inversements dans le développement, la pandémie, les niveaux de pauvreté en augmentation et les inégalités qui continuent. Comment est-ce que les institutions telles que les CFI peuvent vraiment faire une différence dans cet environnement? Merci beaucoup, Marianne. Merci pour m'avoir invité à ce panel.
C'est vraiment une merveilleuse opportunité et je suis sûre que cette semaine, ce symposium sera d'intérêt pour tout le monde. Alors, pour vraiment aller directement à votre question, oui, il y a une préoccupation quant à l'impact de la crise sur la vie, les emplois des personnes, le gagne-pain et, et la banque répond avec un agenda autour de ce qu'on appelle GRID. Donc, c'est la résilience, l'inclusion, cette optique de l'inclusion pour être sûr de pouvoir atteindre tout le monde et vraiment exploiter toutes les ressources que nous avons à notre disposition. Si je me penche sur cette question du point de vue du secteur financier, même si le secteur financier a été très utile dans la crise, il inclut, pour ce qui concerne les services, il y a quand même des préoccupations quant à l'endettement, la surexposition des institutions financières à des sociétés et à ceux qui sont dans une pire situation qu'avant. Alors, j'entendais avec beaucoup d'intérêt ce que disait Peter, ce qui me rassure, mais en même temps, nous savons que quand dans certains pays dû donc à la situation réglementaire, donc nous ne connaissons pas la situation de la viabilité des entreprises et l'endettement des ménages. Et là, quelle est notre position pour ce qui concerne le secteur financier inclus, les CFI? Mais nous voyons aussi qu'il y a l'aspect numérique qui était déjà en cours auparavant, mais il y a une accélération sur le temps dans l'utilisation des services financiers numériques pour ce qui concerne surtout les paiements numériques et les transactions financières mobiles. Il y a eu une augmentation de 22%, donc, et c'est énorme et il faut qu'on capitalise cela. Les CFI ont joué et continueront à jouer un rôle important pour ce qui concerne l'inclusion financière et l'accès aux services financiers. Et donc, qu'il n'existerait pas dans des zones telles que les zones rurales. Il n'y a aucun doute pour moi que les CFI ont un rôle très important à jouer, mais en même temps, dans certains pays, peut-être pas au Kenya, c'est une très bonne nouvelle. Il pourrait y avoir des défis à cause de la transformation du système financier et l'arrivée du numérique, les défis associés, mais et aussi du point de vue de la stabilité classique. Il faut vraiment surveiller cela de très près et être sûr de soutenir l'évolution du secteur dans cet environnement nouveau avec plus de concurrence, plus d'opportunités et potentiellement aussi des risques au niveau du crédit qui ont changé comparé au passé. Notre responsabilité pour ce qui concerne cela dans les pays où cela est pertinent. Et c'est pour cela qu'on accueille à bras ouverts le partenariat avec Rabo et tous ceux qui sont autour de la table. C'est comment positionner les CFI, comment les renforcer, comment améliorer le cadre réglementaire de sorte à pouvoir les préparer pour l'avenir et s'assurer que l'optique de l'inclusion de l'agenda exploite vraiment leur capacité. À vous. Merci beaucoup, Jean, sur cette élaboration claire sur le sujet. Maintenant, le moment serait euh, donc, donc une question pour Mathieu du terrain en tant que praticien de l'Afrique de l'Ouest. Mathieu, nous sommes vraiment heureux en tant que la Banque mondiale et Rabobank de collaborer avec CIF dans ce cadre dans le cadre de ce programme conjoint. Pouvez-vous expliquer un peu sur CIF, les différentes composantes de votre stratégie et comment ceux-ci élargissent l'inclusion financière dans vos pays membres de façon considérable? Merci beaucoup, Marianne, pour la parole que tu m'as donnée. Je voudrais avant tout remercier les organisateurs de cette conférence, en particulier Rabo Foundation, la Banque mondiale, et leurs partenaires DID, locaux et autres, qui ont associé la CIF à cette conférence de très haut niveau. Alors, vous voulez connaître davantage sur la CIF. La CIF, je voudrais préciser que c'est une confédération de 6 CFI dans 5 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Burkina, le Mali, le Sénégal et le Togo, qui aujourd'hui ont pu impacter en Afrique de l'Ouest 4 600 000 clients, notamment les femmes, 45% de femmes, 30% de petits producteurs, 25% de jeunes. Pour accroître l'inclusion financière au niveau de l'espace UEMOA, la CIF a également noué des partenariats avec le secteur privé pour créer des compagnies d'assurance vie afin d'offrir des services complémentaires à ses membres, mais aussi une banque
doté d'une plateforme digitale pour accroître l'accès aux services financiers digitaux. Aujourd'hui, la CIF et ses membres ont mobilisé en termes d'épargne 800 millions de dollars, 700 millions de crédits mis en place pour un actif total de 1,5 milliard de dollars. Je suis d'accord avec Peter que ça n'atteint pas encore le montant de Kenya, mais nous sommes sur le chemin. Aujourd'hui, nous avons une capitalisation estimée à 4 milliards de dollars et nous travaillons avec 5 000 salariés, donc 48% de femmes. En Afrique de l'Ouest et en Afrique, je dirais que c'est l'unique regroupement qui travaille sur plusieurs pays à la fois et qui est focalisé sur le financement agricole et rural. Pour arriver à ces résultats et qui ont soutenu la résilience de nos institutions membres pendant la COVID, je précise que pendant la COVID, nos institutions se sont montées résilientes. La CIF et ses membres se sont spécialisés dans les services financiers de proximité aux pauvres, les petits producteurs, les SMEs, en mettant en place les services d'épargne, le crédit agricole, le crédit spécifique aux femmes et aux jeunes, l'assurance, les transferts et les paiements. Mais la double crise sanitaire et sécuritaire dans le Sahel a mis à l'épreuve la résilience de nos clients. Et donc, il nous fallait développer des stratégies pour continuer à conserver notre clientèle et l'élargir. La stratégie que nous avons adoptée en octobre 2020 est axée autour de 2 piliers fondamentaux. Le premier pilier pour nous reste une approche centrée sur le client dans l'offre de nos services. Et donc, nous avons commencé par introduire de nouveaux produits tels que l'habitat rural. Dans beaucoup de pays, les programmes d'habitation, les programmes d'habitat sont des programmes initiés par les banques pour les fonctionnaires. Et nous sommes en train d'introduire au niveau de l'institution membre de la CIF l'habitat rural pour offrir aux petits producteurs de l'habitat modeste, qui soit un habitat écologique, qui utilise les énergies renouvelables. Parce qu'on a constaté dans un village que les paysans, ils ont vendu du coton, ils ont gagné des revenus, mais il y a eu beaucoup d'inondations, beaucoup de pluie, et presque la moitié du village a été emportée parce que les habitats n'étaient pas solides. Et nous avons commencé par dire qu'est-ce qu'on fait pour nos clients. Donc, nos innovations portent aujourd'hui sur l'habitat rural, l'accès à l'énergie propre, avec une attention critique sur la transition écologique et le financement des investissements agricoles, le financement des filières portées par les femmes, notamment les produits forestiers non ligneux, pour permettre aux femmes d'avoir accès à des ressources nécessaires pour leur autonomisation. Le deuxième pilier de notre stratégie concerne la transformation digitale et les systèmes d'information. Aujourd'hui, la technologie nous impose d'élargir notre capacité d'intervention. Pour nous, nous intégrons dans cette transformation digitale de nos systèmes d'information les nouveaux canaux de distribution, tels que l'accès au guichet automatique de banque à travers une carte reliée au compte de nos clients, le porte-monnaie électronique et la mise en place des réseaux d'argent aussi pour élargir les services financiers numériques, notamment les paiements, les dépôts et les retraits à distance, pour ne plus rendre prisonniers les ressources de nos clients. Avant, quand ils sont 17h, 18h, nos clients ne pouvaient plus avoir accès à leurs dépôts. Aujourd'hui, nous disons que nos clients ont accès à leurs dépôts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est sur cela que nous travaillons en mettant en place les paiements et les dépôts à distance, les transferts, les SMS banking, le crédit digital et même la consultation des soldes par nos clients. Nous travaillons aussi à optimiser les processus de décision en mettant en place le crédit scoring, également l'analyse des crédits à distance par les comités de crédit. Et dans notre environnement aujourd'hui, nous surveillons énormément les risques. Compte tenu de la situation sécuritaire, nous avons fait une emphase particulière sur la lutte contre la criminalité financière, dont la cybersécurité, et également tout ce qui est lutte contre le blanchiment de l'argent, le financement du terrorisme. Voilà les 2 piliers stratégiques qui nous permettent d'aller de l'avant sur nos clients. Et le partenariat que nous avons initié, ou comme nous sommes en train de travailler avec la Beau Partnership, la Banque mondiale et d'autres, vise à soutenir ces 2 piliers fondamentaux.
Et voilà, Marianne, ce que je pourrais partager avec vous sur les piliers que la CIF a initiés pour élargir l'accès aux services financiers en Afrique de l'Ouest. Thank you very much, Mathieu. Merci beaucoup, Mathieu, pour ces vues de terrain et toutes les difficultés que vous avez en termes d'adaptation aux nouvelles réalités qui surviennent. Et vous avez aussi, par le passé, passé beaucoup de temps sur la viabilité d'entreprises, renforcer la viabilité des entreprises pour les CIF. Et en termes d'avenir pour les CIF, admettons les thèmes de viabilité, donc comme enjeu clé pour les CIF en Afrique de l'Ouest. Voulez-vous élaborer davantage concernant l'avenir et vos idées en termes de viabilité donc des CIF et de leurs activités en Afrique de l'Ouest? Merci beaucoup, Marianne, pour cette occasion que vous nous donnez d'élaborer sur la viabilité de nos institutions. Avant d'aller sur la stratégie développée par la CIF en matière de viabilité, je voudrais revenir sur le rôle que devait jouer le pouvoir public dans la solidité financière de nos institutions. Il nous semble important que le pouvoir public doive renforcer la surveillance financière et la supervision des CFI, mais aussi adopter des mesures de protection minimum des petits producteurs et des PME domestiques. Parce que c'est ça qui fait l'essentiel de nos économies. Donc, les États doivent prendre des mesures pour les protéger de manière minimum, afin que le marché domestique soit accessible aux petits producteurs et aux PME domestiques, qui sont nos clients, qui donnent nos ressources. Comme vous le savez, le changement climatique et les nouvelles technologies ont fait de l'agrobusiness un enjeu stratégique mondial qui aujourd'hui place l'agriculteur et les SMEs au centre des innovations, je dirais de plus en plus sophistiquées, avec de nouveaux acteurs tels que les fintech, les agritech, les OTM et autres. Ainsi, le petit producteur aujourd'hui, son profil est complètement transformé. C'est un petit producteur qui a un profil high-tech, qui veut arroser son champ depuis son lit, qui veut vendre son produit depuis sa salle de bain, et qui aujourd'hui également, grâce à la technologie, est de plus en plus isolé et individualiste. Or, les coopératives ont toujours fonctionné sur une base solidaire. Donc, cette caractéristique du petit producteur fragilise la base de viabilité des coopératives. Aujourd'hui, à adapter l'offre de... Nous, au niveau de la CIF et de nos réseaux membres, nous avons mis en place une stratégie qui combine à la fois l'efficacité opérationnelle, donc tout ce qui est la maîtrise des charges et la qualité du portefeuille, une approche qui redynamise la fonction crédit, qui coupe le crédit avec des produits d'assurance, mais aussi une stratégie qui mise sur la capitalisation des fonds propres afin de pouvoir résister aux chocs tels que la COVID. Nous avons également travaillé et nous travaillons pour améliorer la gouvernance de nos institutions afin de les amener à être plus agiles et vertueuses. Les réunions aujourd'hui se font en digital pour 50% et les gens participent et ça permet de prendre des décisions. Et enfin, nous avons fait une emphase particulière sur la responsabilité sociale, tant envers les coopérateurs qu'envers le personnel, en recherchant beaucoup plus l'impact social de nos interventions, en initiant aussi des projets structurants pour les salariés, pour leur permettre d'être actionnaires dans les unités d'affaires que la CIF essaie de créer. Nous avons créé des compagnies d'assurance, on a créé une banque, on va créer d'autres institutions. Nous permettons aujourd'hui à nos clients et à nos salariés d'être actionnaires dans ces entités-là, de manière à continuer à conserver leur adhésion et le sentiment d'appartenance. Donc, pour conclure, je dirais le profil du client coopérateur a changé. Il nous faut adapter notre stratégie pour continuer par l'avoir et le conserver. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup, Mathieu, pour
avoir partagé vos expériences et beaucoup d'exemples avec nos participants. Je vois que vous êtes à jour quant au changement au niveau du marché. Vous cherchez à atteindre les jeunes et aussi régénérer, si vous voulez, votre base d'adhérents et rendre cela plus attirant pour les générations futures, pour qu'elles deviennent membres et demeurent membres de ces coopératives. Merci beaucoup d'avoir partagé ces informations sur l'Afrique de l'Ouest. Vous semblez avoir beaucoup de choses à faire. On vous souhaite une grande réussite quant à votre stratégie au sein de ces différents marchés et surtout au vu des circonstances actuelles. Je voudrais revenir vers Jean pour quelques instants. Les femmes rurales et les jeunes ruraux, est-ce qu'ils sont exclus des systèmes financiers? Et vous avez été le co-auteur d'un blog récent sur l'autonomisation des femmes et aussi choses qui ont été soulevées par Mathieu et Peter pour pouvoir les payer directement. Et le blog conclut en disant que les paiements numériques à l'intention des femmes sont cruciaux, sont un élément crucial de cette odyssée. Étant donné l'isolement des zones rurales, est-ce qu'il est important de pouvoir atteindre les femmes et les jeunes ruraux avec des paiements numériques au niveau des CIF? Et qu'est-ce que vous faites pour soutenir une telle approche, Jean? Merci beaucoup, Marianne. Inclusion, inclusion, inclusion et surtout inclusion des femmes. C'est une priorité numéro 1 pour nous. C'était déjà ça avant la COVID, mais je pense que maintenant, il y a des preuves qui montrent que la COVID-19 impacte beaucoup plus les femmes en termes des PME dirigées par des femmes, sociétés dirigées par des femmes. Il est important de faire un effort conscient et délibéré pour inclure davantage les femmes et mesurer les progrès que nous faisons pour faire en sorte aussi qu'en termes d'instruments et de porter les femmes soit vraiment la priorité et devienne véritablement part intégrante de la prise de décision. Donc, on a des initiatives dans certaines régions où il y a des formations qui sont fournies aux institutions financières pour amener les femmes à participer au processus décisionnel, pour faciliter les relations avec la clientèle, mais aussi la conception des produits et des instruments pour qu'ils deviennent plus simples à utiliser et donc davantage adoptés par les femmes. C'est très important et je n'insisterai pas assez là-dessus. La jeunesse, bien entendu, mais est-ce qu'on peut parler surtout des femmes, surtout dans les zones rurales où parfois les CIF sont la seule chance qu'elles ont. Donc, c'est très important qu'il y ait un effort conscient pour ces efforts donc d'inclusion des femmes. Il faut que les femmes et les jeunes puissent davantage faire partie des CIF, donc un élément de prise de contact, de représentation en tant que membre, en tant que manager, pour qu'on comprenne qu'il y a beaucoup d'initiatives lancées à ce niveau-là. Il faut une montée en puissance, faire en sorte que ça soit élargi pour renforcer la représentation des femmes. Le conseil donc des associations de crédit également travaille davantage et il faut faire en sorte qu'ils mènent en montrant l'exemple. Pour en revenir à votre question sur la numérisation, j'ai parlé de cela en termes de transformation du secteur financier avant l'épidémie, mais aussi maintenant parce que ça s'accélère et Mathieu l'a dit, l'importance de la numérisation des CIF pour leur fonctionnement aussi en interne, mais aussi pour leurs propres produits. Donc, il faut véritablement des réglementations appropriées aussi dans certains cas pour que les femmes aient accès aux systèmes de paiement nationaux ou quand les services sont fournis par des banques plus classiques, c'est plus facile à faire aussi comme ça. Comme Mathieu en a parlé, il y a des questions d'intégrité dont il faut prendre compte, mais il faut que les CIF soient partie intégrante de cette autonomisation. Il faut aussi renforcer les capacités pour travailler à cela
Et pour en revenir au terme de départ, des réglementations adéquates, on ne peut pas venir avec les mêmes réglementations que les grands établissements financiers, mais aussi des réglementations proportionnées, une supervision pour qu'une confiance s'instaure et qu'il y ait un accès aux outils qui ne seraient pas disponibles autrement. Et donc, la numérisation est une opportunité non seulement en termes d'accès, mais aussi en termes d'utilisation accrue des services financiers pour pouvoir passer au niveau supérieur et intégrer davantage les femmes. Il y a des preuves qui montrent que la numérisation permet aux femmes d'accéder au système, qu'elles reçoivent directement les fonds, elles ont plus le contrôle des fonds, de leur utilisation, et donc ça leur offre plus d'opportunités économiques. Je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Jean. On pourrait demander à Peter ce qu'il en dit en tant que réglementateur des CIF qui changent très rapidement. On a vu différentes tendances en termes de numérisation, besoin de transparence et viabilité environnementale. Comment pouvez-vous décrire leur impact sur les CIF et aussi en termes des pressions réglementaires ressenties par les plus grands établissements financiers, mais un impact qui aussi se fera sentir par les institutions les plus petites. Donc, qu'en dites-vous? Comment pouvons-nous faciliter la pertinence en termes au niveau de ces marchés en évolution, donc, pour les CIF? Merci, Marianne, donc, de me donner l'occasion de parler de Kenya. On a vu que le Kenya est un laboratoire où beaucoup d'innovations mobiles et numériques sont testées. Et donc, ce qu'on a vu avec la numérisation, les CIF voient cela comme une opportunité parce qu'elles peuvent évoluer comme elles l'entendent pour utiliser ces moyens. Et les fintech et les toutes petites ont vu l'opportunité de faire des partenariats avec les CIF. Depuis 2010, on a vu les CIF au Kenya profiter des partenariats avec les fintech pour offrir des solutions. On a vu ça graduellement. Donc, au fur et à mesure de l'évolution de l'écosystème mobile, il y a eu le passage des solutions de paiement simples à tout un portefeuille mobile. Donc, c'est là qu'on va aujourd'hui. C'est le cas pour les plus grandes CIF. Aujourd'hui, elles ont beaucoup de pression au niveau des marchés. Les 40 plus grandes CIF, plus de 40 millions de dollars, représentent 70% du marché. Donc, il y a une concentration de marché grandissante, ce qui nous dit que les plus petits établissements ont du mal à garder le rythme de la numérisation nécessaire. Et donc, c'est aussi souvent des problèmes d'infrastructure, parfois, pour pouvoir embaucher du personnel. Et ça, c'est très difficile parce que la numérisation a des risques associés, des coûts associés. Et le modèle qu'on a vu au Kenya est très coûteux. Il y a des risques au niveau des fournisseurs. Et en tant que réglementateur, on a émis des lignes directrices, mais le problème, c'est que pour les plus petites CIF, il y a 2 ans, on a commencé à faire participer le secteur, on a promulgué des politiques pour qu'on parle davantage des plateformes numériques partagées. Donc, on parle beaucoup de cela. Il y a une conviction montrant que la coopération est fondamentale et c'est le chemin à prendre. Ceci qui garantit la viabilité parce que la technologie change très rapidement. Mais maintenant, on pousse en faveur de la coopération. Une plateforme technologique bancaire. On a un projet au Kenya soutenu par la Banque mondiale pour ce faire. Et on a vu que c'était une énorme opportunité très prometteuse pour les
plus petites entités qui n'ont pas les moyens financiers des plus grandes ni les ressources humaines pour se faire, et surtout dans les zones rurales du Kenya. Quand on a une plateforme partagée, parce que la connectivité Internet est relativement bonne, en tant qu'organe de réglementation, notre travail est d'orienter la conversation, promulguer des politiques, des lignes directrices pour guider le marché. Mais il faut beaucoup de soutien des agences de développement pour ce faire, parce que ce sont là les solutions, surtout au Kenya, où il faut beaucoup de voies alternatives pour que les CIF soient au cœur de la conversation, surtout en termes de finances rurales et de finances agricoles et de jeunesse. Et on voit que cette conversation a attiré l'attention. Il y a beaucoup de soutien. On en est à la phase suivante qui consiste à investir, mettre les dollars de là où sortent nos mots, comme on dit. Donc, les CIF doivent véritablement faire des économies d'échelle et obtenir des systèmes plus sophistiqués pour être plus efficaces et pouvoir véritablement faire en profiter leurs membres. Bien entendu, ce qui est très positif de ça, c'est que c'est vraiment en cours d'amélioration. On a les grands établissements de fil qui disent maintenant on n'accepte plus les demandes de prêt, donc ils viennent nous voir et on voit que les plus grandes CIF parlent de ça aussi. Donc les plateformes partagées, sont une promesse ou un espoir pour les plus petites CIF qui subissent la concurrence des plus gros CIF ou gros établissements bancaires, mais aussi pour les prêteurs numériques. Au Kenya, c'est un secteur qui n'est pas réglementé, donc il y a beaucoup de conversations visant à les réglementer, mais les prêteurs numériques ont tous les outils, les moyens technologiques, et donc on pense qu'avec cette plateforme partagée, il y aura des partenariats avec les fintechs possibles pour véritablement pouvoir soutenir cette concurrence et véritablement entrer en compétition et avec un certain poids. Merci beaucoup, Peter. D'après votre contribution, c'est que même s'il y a une grande différence entre les CIF les plus petites et les plus grandes, ce n'est pas sans espoir pour les plus petites CIF, au contraire, je dirais, avec l'initiative qui vise à créer des plateformes numériques partagées pour joindre les forces et créer des partenariats pour véritablement adopter la numérisation de manière très efficace. Et vous avez aussi souligné l'importance des partenariats de la collaboration, je dirais, et joindre vos forces. Et Jean, avec la quasi-dernière question de la séance d'aujourd'hui. Alors, Rabobank et la Banque mondiale travaillent ensemble dans 3 pays pour renforcer les CIF et leur environnement réglementaire. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que la Banque mondiale veut réussir et comment elle va contribuer au développement rural, mais en termes de perspective d'avenir aussi, de développement futur? Après avoir écouté tous les orateurs, Mathieu, Peter et Jean, avec les développements qui ont cours dans différentes régions d'Afrique, en Afrique de l'Ouest, au Kenya, il y a bien d'autres choses à dire, je le sais, en termes mondiaux, mais de votre côté, à la Banque mondiale et avec la collaboration avec Rabobank, pour vous concentrer sur ce que la Banque mondiale voudrait réussir, où vous voudriez davantage placer l'accent pour l'avenir au regard des enjeux en vue à l'heure actuelle et des acteurs de terrain. Jean, à vous. Merci beaucoup, Marianne. Je pense que l'important est de soutenir les CIF et elles jouent un rôle important. Il y a une transformation du secteur en cours et comme Peter l'a dit, même si le secteur ne commence pas tout seul à se transformer, il y a une pression
compétitive qui va rendre ces transformations très importantes. Et il est clair que quand c'est bien fait, c'est vraiment une situation gagnante pour tous en termes d'inclusion, de communautés rurales et d'agrofinance. Donc, c'est véritablement quelque chose qui a déjà été établi. On travaille aussi au niveau du climat dans les pays où les CIF jouent un rôle important au niveau du secteur financier. Nous, on est prêt à optimiser certaines des plateformes fournies par ces initiatives. En termes de partenariat entre Rabo et la Banque mondiale, ce qu'on essaie de faire, c'est les connaissances en termes de l'environnement réglementaire et de supervision et des CIF, et vous amenez beaucoup d'outils en tant que banque de coopération couronnée des réussites, beaucoup d'expertise, et puis vous êtes aussi un fournisseur d'assistance technique. Donc pour nous, c'est un partenaire extraordinaire parce que c'est très complémentaire. Pour nous, beaucoup d'éléments s'imbriquent correctement. On ne peut pas faire tout ça dans les pays du monde. On a des priorités, mais l'objectif, c'est qu'au niveau de ces trois initiatives et de leur réussite, on peut véritablement travailler au niveau du centre d'excellence, de divulgation, et on a eu beaucoup d'exemples positifs. Par exemple, on nous a donné l'exemple de l'Albanie, et je pense que c'est un très bon exemple de ce qu'on peut réussir en réunissant les efforts en termes d'amélioration du cadre réglementaire, la consolidation du secteur, travailler avec les organes de réglementation, et puis aussi utiliser la présence locale et desservir les communautés qui autrement seraient isolées, tout en rendant ces institutions nouvelles plus viables, où les dépôts sont protégés. C'est l'un des avantages de la réglementation, et en même temps la consolidation du secteur. Donc, on veut plus de ces histoires de succès, et ensemble, on pourra optimiser cela pour l'avenir avec l'objectif clé de l'inclusion réussie pour les communautés qui seraient autrement isolées ou ostracisées. À vous la parole. Merci beaucoup, Jean. Ça nous amène à la fin de cette séance d'ouverture. Je pense qu'on a vraiment soulevé des sujets très importants pendant cette heure. La pandémie de COVID, la résilience, la force des institutions financières pendant la pandémie, et aussi les enjeux auxquels elles sont confrontées. Par ailleurs, il m'est apparu clairement que les organes de réglementation et l'aide réglementaire de SASRA est un exemple pour d'autres. C'est parce que ça amène des idées précieuses pour voir comment ça peut fonctionner en collaboration avec les CIF et donc ces organes de réglementation pour davantage professionnaliser le cadre réglementaire et amener les réglementations à être plus digérables, si vous voulez, pour les nouveaux arrivés. Joindre les forces, ça c'est crucial aussi pour les plus petites CIF pour s'organiser à travers une plateforme numérique partagée, et les plus grandes qui peuvent le faire peut-être de par elles-mêmes, mais ensemble, ça nivelle le terrain pour tous. J'ai aussi entendu les orateurs dire qu'il nous faut un cadre réglementaire constructif et adapté en fonction de la taille et des contextes de la CIF concernée qui puisse être utile à la CIF pour se professionnaliser. La viabilité financière et le climat. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais on aurait pu y passer une autre heure là-dessus. Et aussi l'impact sur les CIF et le rôle qu'elles ont à jouer là-dessus pour l'avenir. C'est peut-être l'un des contenus des séances au cours des semaines à venir. Les femmes. On a aussi parlé des femmes et de leur rôle au niveau de l'importance de les atteindre, qui peuvent être des catalyseurs du développement économique des CIF. Donc, les faire prendre le train en plus grand nombre, et puis aussi utiliser le numérique pour régénérer les membres, atteindre les jeunes, donc, et puis donner une nouvelle jeunesse au CIF. Donc, globalement,
Ce n'est que le début d'une très bonne semestre qu'on a de partager avec vous, avec beaucoup de spécialistes et de professionnels qui vont se joindre aux conversations, partager leurs connaissances. Et j'aimerais vous remercier, cher panel, pour vos contributions aujourd'hui. Jean, merci beaucoup. Peter, merci beaucoup. Et Mathieu, vos orateurs excellents dans cette séance d'ouverture. Vous avez tous été extraordinaires. J'aimerais aussi inviter Anderson pour qu'il fasse des remarques de clôture. Un grand merci à tous. J'ai hâte de vous retrouver pour une semaine de partage et de collaboration. Merci beaucoup à vous. La parole, Anderson. Merci beaucoup, Marianne. Ça a été un résumé extraordinaire, une discussion excellente. Je voudrais remercier aussi les panélistes. Merci beaucoup, Marianne, pour votre modération excellente. Je vois l'heure. C'est une bonne manière d'ouvrir les sessions. Je voudrais remercier aussi nos auditeurs. On a posté plusieurs liens dans le chat. Inscrivez-vous pour les séances techniques. Ça, c'était surtout un petit apéritif, un avant-goût des discussions qu'on aura. On a 5 discussions techniques, une séance de clôture jusqu'au 11 novembre. On est très contents. On a plus de 200 personnes qui ont dit qu'ils voulaient se joindre à nous et qui se sont déjà inscrits. Donc, on est très enthousiastes. Donc, au nom du Centre d'excellence de la Banque mondiale, j'aimerais vous remercier tous pour vous être joints à nous aujourd'hui. Et j'espère vous retrouver pour la prochaine séance. Merci Marianne, Jean, Peter, Mathieu. Et merci à tout le public pour votre présence aujourd'hui. La séance est ajournée pour aujourd'hui. Merci à tous. Merci à tous.